Ensuite, autre question. Oui, bonjour, je m'appelle Christophe, je viens de Normandie, et du coup, je voulais déjà vous remercier pour le pluralisme de cette assemblée, et je trouve ça essentiel pour pouvoir le débat et pouvoir se parler de manière constructive et de pouvoir échanger des idées. Merci de le souligner, ça c'est important. Je crois qu'on est quand même peu nombreux en France à pouvoir réunir des gens aussi différents d'origine, notamment politique, et qui sont tous d'accord finalement pour débattre ensemble. C'est vraiment un des grands succès, je pense, de cette table ronde. Je vous remercie de le souligner. Alors moi, ma question et ma réflexion va se porter sur une certaine faillite dans les médias, une faillite intellectuelle, parce que on remarque dans la sphère médiatique qu'on vit dans un règne de chroniqueurs, et les gens, en fait, produisent plus que de l'argumentation, produisent de l'opinion. Et je trouve que c'est un réel problème, parce que des gens, en fait, qui ne sont pas spécialistes des sujets, et moi j'adore le café du commerce et j'adore le bistrot, et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir débattre avec ses amis, mais à la télévision, et à la télévision ou même dans d'autres médias, ça me pose un gros problème, en fait, parce que des gens qui ne connaissent pas les sujets ouvrent leur bouche sur tous les sujets d'ailleurs, et ils ne sont pas spécialistes, et diffusent en fait souvent des propos qui sont dictés par leur émotion, qui sont dictés par des fois des invectives. Il y a énormément de procès d'intention, et je trouve qu'il y a une faillite dans le professionnalisme des personnes qui s'expriment dans les médias. D'accord. Mais quelle est votre question, en fait ? Donc ma question par rapport à ça, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez, quoi ? Déjà, oui, ça m'intéresse, évidemment. Mais comment, en fait, on peut mettre le doigt là-dessus, et comment, en fait, on peut remédier à ce genre de choses-là, parce que tout ce qui se passe à la télévision infuse aussi sur l'esprit notre esprit, tout à chacun. Et nous aussi, on produit des procès d'intention, que ce soit quand on est de gauche envers les personnes de droite, etc. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Gilles, vous avez... Ça fait partie de quelque chose... Ça fait partie de quelque chose qu'on appelle la dictature du commentariat. Plutôt que de vous donner l'information et de vous permettre de réfléchir, plutôt que de vous donner l'ensemble de l'information, on vous donne le commentaire fait par des personnes qui, certes, ne sont pas compétentes dans le domaine concerné, mais sont parfaitement compétentes en idéologie mainstream. Et ce qu'elles vous envoient, c'est de l'idéologie mainstream à forte dose. Et qu'importe qu'elles soient compétentes ou non sur le sujet concerné, aujourd'hui, elles sont compétentes en termes de Proche-Orient. Hier, elles étaient spécialistes en épidémiologie. Elles ont été spécialistes en Ukraine. L'important, c'est que vous n'ayez pas les éléments de jugement. Le cœur de ce que font les médias aujourd'hui, c'est qu'ils vous donnent 2, 3 ou 5% de l'information. Tout le reste, ça vous passe à côté. Par exemple, quand on vous pète les scores du Covid, 250 morts aujourd'hui, 300 morts aujourd'hui, 280, 260, on ne vous dit pas, il y a en France 2000 morts par jour. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut relativiser. Si on vous donne les morts de la grippe dans les 20 années précédentes, vous voyez que les scores sont comparables en partie dans l'hiver. On ne va pas vous donner ça. On va vous faire venir un médicastre de plateau télévisé qui va vous dire « Mais c'est très très grave, l'Institut Pasteur envisage 500 000 morts ». Je vous rappelle qu'il a envisagé 450 000 à 500 000 morts pour chacune des 5 vagues. On attend la 6e. Merci. Alors, oui. François, je peux ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, allez-y. Je partage ce qu'a dit Gilles Casanova, il a tout à fait raison, mais surtout, je vais être très bref. Pour certains chroniqueurs, c'est 200 balles le passage et c'est maman, je passe à la télé. Surtout ça. Voilà. Oui, mais c'est vrai que Alors, il y avait le regretté Coluche qui avait cette formule « On s'autorise à dire dans les milieux autorisés ».
Voilà, il y a ce qu'on appelle en français les milieux autorisés. Autorisés par qui? Qu'est-ce que vous en pensez, Greg? Juste sur ce que vous avez dit là, c'est vraiment quelque chose qui est visible et on le voit, en tout cas, j'ai vraiment l'impression de le voir ces dernières années en regardant les en-têtes des intervenants de ces émissions-là. Il y a une multiplication des termes expert et spécialiste en. Ce qui ne veut rien dire. Les 3/4 de vos fact-checkers vont être spécialistes ou experts en. Non, attends. Thèse, doctorat, combien d'années d'études, depuis combien de temps, est-ce que c'est votre métier, est-ce que vous travaillez... Et il y en a un, je ne sais plus quel est son nom, on le voyait souvent sur BFM, c'est un journaliste très, très sympathique au demeurant, mais qui a eu 5 spécialités d'affilée. Celui qui a les tresses, là. Tu vois de qui je parle? Et il est spécialiste en question, mais pas simplement, genre, il commente l'Ukraine, genre, il est spécialiste en mouvement d'infanterie, il dit, voilà, il faudra envoyer les F-16 là, les machins. Et la semaine d'après, en épidémiologie... Greg, il fait les crues, Oui, il fait les intempéries, il fait le réchauffement climatique, il fait tout, le mec. C'est incroyable. Donc, soit il a éclaté à Berkane et des doctorats, il en a 19, soit il y a un vrai problème avec ce truc-là. Mais c'est vrai que ça se voit. Et je pense qu'une façon juste de s'en sortir de ça aussi, c'est peut-être ce que tu avais dit quand tu étais passé en interview. Quand tu avais voulu monter ton média, tu m'as dit tu n'imagines pas le nombre de journalistes qui viennent du mainstream et qui sont venus me voir en me disant si vraiment un jour votre structure elle est solide et que vous pouvez m'offrir un CDI, je suis désolé parce que j'en ai besoin, vraiment je viens chez vous, je n'en peux plus de dire des choses que je ne pense pas. Et encore une fois, l'organisation économique de nos réseaux est le nerf de la guerre parce que si l'organisation économique qui permet de donner des conditions de travail avec des vrais contrats de travail, et moi ça m'emmerde d'avoir la moitié de mes collaborateurs qui sont en auto-entreprise, mais c'est étouffant. Sinon, si un jour on arrive à proposer ça, je pense que ça va sonner à la porte et à l'interphone vraiment beaucoup plus qu'on ne le pense en fait. Et que même du point de vue économique, quand vous avez eu, et ça a été mon cas, un mec qui est en face de vous, vous dites je peux pas trop payer parce que je suis une petite structure, je peux te lâcher 300 balles la pige, et que le mec vous regarde et dit non mais moi je fais les fiches de Pascal Pro, je prends 50. Vous dites ah ouais d'accord. Donc en plus leur radinerie fait qu'en plus, bon bien sûr il y a des gens très bien payés et qu'en fait on finit par vous payer, mais il y a, ce que je veux dire par là c'est qu'on sous-estime le nombre de gens qui font leur métier à contre-cœur, que ce soit des journalistes, des flics ou beaucoup de choses, et qui ont juste besoin de bouffer parce qu'on va pas dire aux gens de jouer les héros et d'aller monter une chaîne YouTube qui partira de zéro le lendemain et qui risque d'y rester. Pour beaucoup de gens, hein. C'est comme les tortues, il y en a 10 000 et puis il y en a 2 qui arrivent à la mer. Hein. Mais si la structure est là, je pense vraiment que les gens sont là, et même des gens qui pourraient nous surprendre, qu'on a pu peut-être détester, qui sont prêts à dire autre chose parce qu'ils pensent autre chose et qui seraient même ravis de le faire. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que j'ai conscience de ce que dit Greg et également d'une question posée par vous, à laquelle je n'ai pas tout à fait répondu, qui est la question du lien entre les médias et l'argent. Alors, c'est là-dessus que je veux intervenir 1 ou 2 minutes. En réalité, si vous regardez correctement les choses, les médias ont 2 grandes sources de revenus, en dehors des médias parallèles auxquels nous appartenons ici, qui ont des sources mineures et limitées, qui sont en gros vos dons. Les 2 grandes sources qui, entre guillemets, ne coûtent rien, parce qu'acquérir un don, ça coûte la qualité pour que le donateur ait envie de donner, ça coûte le contact pour qu'il sache qu'il peut donner et financer. Bref, ça n'est pas gratuit, obtenir un don. Alors que ce qui est parfaitement gratuit, c'est la subvention publique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'identique du fait que votre président n'est pas invité sur les grandes chaînes, de la même façon, les subventions publiques sont grassement distribuées à un happy few. Parce que les conditions créées pour cette distribution sont des conditions précisément de ne pas être rebelle, de ne pas être libre. Alors si vous n'êtes ni rebelle ni libre, vous pouvez palper. Gilles, et puis il y a la deuxième grande source qui ne vous échappe pas, qui s'appelle la publicité. Mais la publicité, elle a des conditions, cette publicité.
Et dans ces conditions, il n'y a pas seulement le nombre, c'est-à-dire en gros l'argent distribué par auditeur et par minute, par temps de cerveau disponible. C'est pas le seul critère. Tous ceux qui connaissent, ça a été un de mes métiers, le domaine publicitaire, savent qu'il y a des grands distributeurs de la publicité, qu'il y a des gens qui arbitrent la publicité, et que cet arbitrage va dans le sens du fort au fort, du gros au gros, du mainstream au mainstream. Or, que je sache, le fort, le grand, le gros, c'est le système mondial, c'est celui qui vous écrase, c'est celui qui a écrasé les gilets jaunes, c'est celui qui déconstruit l'éducation nationale, c'est celui qui fout notre civilisation par terre, au profit de quoi? Du dieu USA, fric et dollars. Gilles. Alors, je voudrais vous dire une petite chose que vous ne savez peut-être pas sur les médias et l'argent. Quand on a commencé à ouvrir la télévision, on a fait Canal+ d'abord, on a fait la 5 ensuite, et puis TV6, qui est devenu ensuite M6. Et il est apparu, avec l'apparition de cette 6e chaîne, qu'il était impossible de financer 6 chaînes de télévision en France par la publicité. 5, c'était possible. 6, c'était impossible. Donc, on a compris que l'économie des médias en France, c'était un maximum de 5 chaînes de télévision. Le pays n'est pas plus riche que 5 chaînes de télévision. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On en a fait 200. Aujourd'hui, il y en a 200. Aucune chaîne de télévision ne gagne plus d'argent. Elles perdent tout ce qu'elles veulent. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ne peuvent donc plus être la propriété de l'industrie médiatique. Elles ne peuvent plus être la propriété de gens dont le métier serait de donner de l'information. Elles ne peuvent plus être la propriété que de milliardaires qui peuvent faire perdre de l'argent autant qu'ils veulent à des chaînes qui diront ce qu'ils ont envie de dire. Et il y a eu toutes sortes d'études faites par des économistes qui montrent que les grands acteurs économiques achètent des chaînes de radio et de télévision pour qu'elles ne donnent pas des informations économiques qui fassent baisser le cours de leur entreprise. Et ainsi, on a pu calculer que TF1 rapportait à Bouygues 10 fois plus qu'il ne perdait d'argent, parce que l'intérêt de ces médias, c'est de ne pas dire des choses qui déplaient à ces milliardaires. Alors d'abord, ça a été sur le plan boursier, c'est pour ça qu'ils les ont achetés. Ensuite, ça a été de manière générale. Donc, si vous avez autant de chaînes de télévision, c'est pour votre plaisir, mais c'est aussi pour être sûr que personne dans les médias n'ait envie de faire son métier avec de l'information, mais que ce soit simplement des danseuses, et la danseuse, elle danse là où lui dit celui qui paye les violons. Merci, bravo. Merci pour... je reviens sur la formule de dictature du commentariat qui évidemment faisait allusion à la dictature du prolétariat chère aux communistes et au Parti communiste français jusqu'en 1976, qui a été ensuite abandonné. Je voudrais rappeler ici quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est que en 1965, la première élection présidentielle au suffrage universel, chaque candidat n'avait que 6. Chaque candidat avait droit à 1 heure de télévision. Il y avait une seule chaîne, la première chaîne de télévision, 1 heure où il faisait ce qu'il voulait. Pendant soit 1 heure, soit 4 fois un quart d'heure, etc. Et donc, il faisait ce qu'il voulait, point barre. Et il était interdit d'avoir les commentaires. Il n'y avait pas de commentaires. Les Français étaient face à des gens qui se présentaient à eux. Or, à notre époque, c'est tout à fait différent. D'une part, maintenant, il n'y a plus l'égalité du temps de parole pendant la présidentielle, mais ce qu'on appelle l'équité du temps de parole, ce qui ne veut rien dire. C'est plus exactement, c'est un concept théologique, équité, qui voudrait qu'on donne plus à ceux qui ont moins, comme le commerce équitable. Hein. C'est-à-dire que le commerce équitable consiste à payer un peu plus cher le producteur de cacao ou de café de Côte d'Ivoire que ce que normalement il obtiendrait si il y avait les forces de marché qui jouaient librement. Donc la loi précise qu'il y a une équité des temps de parole entre les candidats à la présidentielle, mais si on comprend en bon français, ça voudrait dire
que les temps de parole devraient être supérieurs pour les gens dont les Français ne connaissent rien. Par exemple, moi, en 2017, personne ne me connaissait. J'aurais donc dû avoir un temps de parole nettement supérieur à autant de paroles de Fillon, de Hamon, de Mélenchon, de Madame Le Pen, puisque tout le monde les connaît. Or, ça n'a pas été interprété comme ça. On interprète ça comme proportionnel. C'est-à-dire proportionnel, en fait, à la part de marché existante, c'est-à-dire le pourcentage dans les élections antérieures. Et en fait, ça n'est pas ça non plus, puisque Macron avait 0%, il s'était jamais présenté à une élection, il a quand même eu 25% du temps de parole. Donc ça veut dire que le temps de parole a été complètement truqué par rapport à 1965. Mais s'y ajoutait un autre concept, qui est le concept du temps d'antenne. Et le temps d'antenne, le temps de parole, c'est quand vous parlez, quand vous êtes candidat. Le temps d'antenne, c'est quand on parle de vous. Et on tombe sur la dictature du commentariat, puisqu'il y a par exemple une radio qui s'appelle France Inter, pour ne pas la nommer, qui tous les jours pendant l'élection présidentielle fait ce qu'ils appellent une émission qui s'appelle les échos de campagne, où tout le monde se connaît, c'est les mêmes familles, c'est la famille Duhamel, là, je voudrais le père, le frère, le fils, etc. Bon, vous avez comme ça des gens qui sont vous avez Christophe Barbier, toujours les mêmes, et tous les jours, pendant la campagne présidentielle, ils font les échos de campagne. Et sur les 11 candidats qu'il y avait en 2017, ils n'en parlaient toujours que de 5, c'est-à-dire Mélenchon, Fillon, Hamon, Macron et Madame Le Pen. Voilà. Et les 6 autres, de temps en temps, un truc sur la salle, un truc sur Dupont-Aignan. Évidemment, votre serviteur, jamais. Alors ça, c'est très important à comprendre, hein, parce que dans le formatage de l'opinion publique et dans le formatage des votes, c'est très simple. Hein. Si vous avez 0% du temps d'antenne et 0% des commentaires, vous faites 0, parce que les gens ne vous connaissent pas. A contrario, si vous avez 100% du temps d'antenne et 100% du temps de parole, ça, c'est Kim Jong-un en Corée du Nord. Vous faites 100% des voix. 99, et donc les Américains ont découvert qu'il y avait donc une espèce de courbe, une régression linéaire très simple. Donc si vous avez 25% du temps de parole et 50% du temps d'antenne, ce qu'a dû avoir Macron, il a fait 24%. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, l'affaire des commentaires est quelque chose de central, en fait, dans la manipulation des élections. Avez-vous d'autres questions là-bas? Oui. Merci, effectivement.